רוצה לתת מנדט ברור להנהיג את המדינה לראש ממשלה מהליכוד, צריך לתת הרבה מנדטים לליכוד. אנחנו הולכים עכשיו לבחירות. בעוד 4 חודשים אנחנו נמשיך במלוא העוצמה בדיוק מהמקום שבו נעצרנו. ישראל תקועה איתך, וכל יום שעובר האזרחים סובלים ממך יותר ויותר. הגיע הזמן להחלפת שלטון. Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre journée. On est ensemble pour 2 heures d'informations, de débats et de découvertes. Voici le programme du jour. La gauche et le centre vont-ils réussir à s'unir ou est-ce que les égos vont-ils reprendre le dessus? Benjamin Netanyahou est-il irremplaçable? Ces élections sont-elles son dernier combat? Nos invités répondront à toutes ces questions. Le Congrès américain vote une motion raffirmant sa solidarité avec Israël. Dans le même temps, on apprend que le département d'État pourrait envisager des sanctions si Jérusalem poursuit les constructions. Washington va-t-il tenter de s'ingérer dans les élections? C'est ce que nous essayerons de comprendre. Encore des dizaines d'innocents froidement assassinés par des islamistes Shebab venus de Somalie. Le pays va-t-il connaître le même sort que le Nigeria attaqué par Boko Haram? Laura Duhamel sera avec nous pour en parler. Voilà pour le programme et je suis en compagnie de Maurice Fergan. Bonjour. Daniel Haïk, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et Marius Schattner. Est-ce que j'ai la prononcé? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous allez nous aider à analyser l'actualité du jour, notamment sur les élections. Et vous voulez dire quelque chose? Non, je suis un peu historien, j'écris une histoire de la droite israélienne. Donc... Alors, vous allez être d'une grande aide pour aujourd'hui. On va parler de la droite dans quelques instants. Avant cela, Maurice, la revue de presse locale. Israélienne, et vous allez voir, ça va prendre 1 heure à peu près parce que les journaux sont pleins. Je vous donne 5 minutes. Il y a à peu près des encarts de 12 à 14 pages sur ces élections anticipées dans la presse israélienne. Alors on va commencer par Maariv avec un aspect particulier. La France s'implique dans le débat électoral, affirme Maariv. Alors en vue des élections en Israël, la France et la Ligue arabe lancent des actions diplomatiques aux Nations Unies. Alors il y a 2 projets sur la table. Le projet jordano-palestinien, selon le quotidien, un projet qui, entre autres, prévoit un retrait israélien sur les lignes de 67 dans les 2 ans. Le deuxième projet, c'est le projet français, soutenu par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, une résolution imposant un calendrier de 2 ans aussi pour des négociations. Alors, le projet jordano-palestinien, selon Maariv, n'a aucune chance. Il pourrait s'affronter au veto des Nations Unies auprès du Conseil des États-Unis auprès du Conseil de sécurité. Apparemment, les Palestiniens n'ont pas non plus les 9 voix requises pour faire passer cette résolution. Alors, 2 semaines avant les congés de fin d'année à l'Assemblée nationale aux Nations Unies, le quotidien se demande comment se fait-il que les Palestiniens lancent cette initiative de résolution alors qu'ils pourraient attendre la reprise des débats avec un changement de carte au sein du Conseil de sécurité, puisque le Venezuela entrerait au Conseil de sécurité, ça serait une autre paire de manches pour Israël. Alors, le projet français, qui est, je vous l'ai dit, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, on n'a pas vraiment de détails dessus, mais il devrait fixer les principes pour conduire les négociations et surtout donc fixer un calendrier de 2 ans. Au terme desquels la France pourrait reconnaître l'État palestinien. Voilà. Alors le projet n'a pas été publié, il a été transmis aux Israéliens et Palestiniens qui n'ont toujours pas répondu. À noter, selon Maariv, que John Kerry a rencontré Fabius à Paris la semaine dernière. Il a été question de ce projet, mais les États-Unis n'ont pas donné leur opinion. Voilà pour ce premier Arès, journal. on continue toujours avec le volet diplomatique. C'est le dossier israélo-palestinien doit
être le sujet de la campagne électorale, affirme le quotidien. Alors, Haaretz rappelle en éditorial de rédaction son information d'hier sur le rôle des États-Unis face à la poursuite de la construction dans les territoires. Les États-Unis pourraient passer des critiques à des sanctions contre Israël. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, rappellent le quotidien, lancent eux aussi une campagne diplomatique et donc il faudrait s'occuper un peu de ce dossier, affirme Haaretz dans son éditorial. Ajoutons cet article de Amira Haas sur la perception palestinienne des remous politiques en Israël. La journaliste d'Haaretz affirme que si les Palestiniens faisaient jusqu'à présent la différence entre le peuple israélien pour la paix et le gouvernement israélien contre la paix, aujourd'hui les Palestiniens ont compris que les électeurs israéliens sont largement à droite, sinon à l'extrême droite. Miraz, qui est tout de même très critiqué, une journaliste très polémique en Israël. Je crois que Daniel a l'air d'être d'accord avec moi selon l'amour que je vois sur votre visage. Non, c'est vraiment un avis tout à fait particulier. Bon, Amir Haas fait partie, avec Gideon Levy, de ces 2 ou 3 journalistes israéliens qui sont dans le Haaretz et qui sont considérés comme, on va dire à l'extrême gauche, mais qui ont une position. Bon, c'est-à-dire, Amir Haas a habité dans les territoires, elle habite à Ramallah, Gideon Levy. C'est pas la question. Mais je pense que c'est pas vraiment le problème. La question, c'est, aujourd'hui. elle dit, les Palestiniens ont-ils cette perception ou non? Mais en tout cas, dans le cas précis, elle a raison. Elle a raison. Dans le cas précis, elle a raison. Alors, on est d'accord. Voilà. En tout cas, on va rentrer dans le débat électoral directement avec Israël Hayom. La droite en tête, titre le quotidien. Le sondage de fin de semaine nous affirme que le Likoud aurait 22 sièges, Beit Yehudi 16, Shas 8, Yadut HaTorah 8, Lieberman 10. Vous avez fait le calcul, Julien, ça fait 64 sièges sur 120, donc une majorité. Alors, surprise, alors que tout le monde affirmait que ces élections était inutile, il s'avère qu'une faible majorité, 49% des électeurs estiment que ces élections sont nécessaires contre 42% seulement qui les jugent inutiles. Même un bloc de centre-gauche mené par les travaillistes ne pourrait surmonter la vague de droite, affirme le quotidien, seulement 55 mandats. Enfin, il s'agit d'un scrutin de liste, vous le savez, mais Benjamin Netanyahou est considéré par les électeurs comme le plus apte à conduire le prochain gouvernement, 24%. Son rival, le travailliste Herzog, n'arrive que loin derrière avec 11%. Mais ça, on peut réagir complètement. Non, parce qu'il suffit de faire passer Lieberman de l'autre côté et on a une coalition de centre-gauche avec Lieberman qui est majoritaire, qui passe de 55 à 64. Et cette option n'est pas impossible On va revenir au jeu des coalitions, en sachant que Lieberman risque d'être la clé de ces élections et qu'il n'est pas impossible, dans une certaine configuration, qu'il rejoigne un centre-gauche, un bloc de centre-gauche. On voit les déclarations de Lieberman de ces derniers mois, de ces dernières semaines. On voit la manière dont il a de se conduire avec les États-Unis. Et si on parle d'une implication, par exemple, des États-Unis, eh bien, les États-Unis pourraient ne pas être opposés à un upgrading, un rehaussement du statut de Lieberman. Mais enfin, c'est-à-dire, tout cela, ce sont des hypothèses. On va y revenir en détail. Il ne faut pas trop qu'on ne rentre pas trop dans les spéculations. On va en revenir dans le détail. On va continuer avec les spéculations dans le Jerusalem Post. Oui. Les Israéliens ne veulent plus de Netanyahou. 60% des Israéliens, selon le Jerusalem Post, veulent remplacer Netanyahou. Qui pourrait le remplacer, demande le quotidien. Ils préfèrent 2 prétendants de droite à la succession. Moshe Kahlon, avec 46% face à 36% pour Netanyahou, et Gideon Sa'ar, 43% de préférence face à 38% pour Netanyahou. Alors Benjamin Netanyahou bat de justesse son rival de gauche, Yitzhak Herzog, 45% pour Bibi et 44% pour Bougie. Maurice, rapidement, le Yediot Aharonot. Alors Yediot Aharonot, les Israéliens ne se rendent plus aux urnes, ça inquiète le quotidien. Alors le quotidien publie un tableau où on voit effectivement que le taux de participation de 49 à 2013 est en baisse constante. En 1949, Julien, il y avait 87% de taux de participation. En 81, c'est tombé à 78, 2001, 62% et 2013, un petit sursaut, 68%. Mais le quotidien affirme que la tendance est nette. Les électeurs israéliens votent avec les jambes. En même temps, lorsqu'on a l'occasion tous les 2 ans,
Ça peut aussi contribuer au ras-le-bol des Israéliens. On pourrait penser qu'ils ont l'habitude d'aller voter, mais ce n'est pas le cas. Alors on finit par le Globe. Je vous ai livré une petite information intéressante. Livni Herzog devant Netanyahou et le Globe, le quotidien économique, titre « Quand Bougie rencontre Livni ». Le quotidien économique publie donc un sondage. Une alliance Herzog-Livni sur une même liste donnerait 24 sièges. La gauche a une chance, mais il faut régler la question de la tête de liste, Herzog ou Livni. Là, les égos vont jouer à plein, d'autant qu'il faut compter sur un autre égo énorme, celui de Yair Lapid. Merci beaucoup Maurice. Alors beaucoup de sujets qu'on va aborder évidemment dans le reste de cette émission. Je voudrais qu'on commence non pas parce que vous venez d'aborder dans le Globe, mais parce que vous avez dit dans le Jerusalem Post sur Israël qu'il ne veut plus de Netanyahou. Première question, avant qu'on parle de Netanyahou, la Knesset n'a toujours pas voté la dissolution. Je veux bien. Lundi. Est-ce que les élections vont avoir lieu? Est-ce que vous pouvez dire à 100% que les élections vont avoir lieu? Écoutez, il faut savoir une chose. Benjamin Netanyahou est un friand des sondages. Et contrairement à ce que disait Shimon Peres, que les sondages, il ne faut que les ressentir, les sentir, mais pas trop en tenir compte, eh bien, Benjamin Netanyahou tient compte des sondages. Il en a toujours tenu compte. Et s'il devait tenir compte de tous les sondages qui vont être publiés, qui sont publiés ce matin dans la presse israélienne, ce soir au coin du feu, pendant le repas du Shabbat avec son épouse Sarah, eh bien, il a matière à réfléchir si véritablement cela vaut le coup pour lui de provoquer ces élections anticipées. Il a encore 2 ou 3 jours jusqu'à lundi midi ou lundi 2h de l'après-midi pour que la Knesset vote sa dissolution. Il y a déjà eu des rumeurs, mais il faut savoir qu'il y a... Alors, bien entendu, tout cela peut paraître très aléatoire, très peu probable, mais ce n'est pas impossible. Il faut savoir que, par exemple, dans le parti de Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, il y a une dizaine de députés au moins qui sont certains de ne pas être dans la nouvelle Knesset et qui ont été députés, qui ont goûté au pouvoir, on va dire, pendant 1 an et demi, qui trouvent que c'est peut-être pas suffisant et qui pourraient tenter de faire scission. Dans l'absolu, ce cas de figure peut être possible, c'est-à-dire au niveau de la procédure parlementaire, c'est possible. Si 10 députés font scission, ils peuvent reprendre le truc et former une coalition. Mais c'est peu probable, il faut avouer. Je veux dire, il n'y a aucune certitude, évidemment. On ne peut pas dire 100%. Et quand même, donc vous n'êtes pas certain que les élections vont avoir lieu? Non, au contraire. Au contraire, je pense qu'elles vont avoir lieu. Je pense qu'il y a une mécanique qui a commencé, qui s'est engagée. Et même s'il y a l'art qu'on dit en Italie de la combinazione, tout est possible, faut pas exagérer. Je veux dire, si jamais maintenant on annonce que si Bibi fait marche arrière, c'est simplement ridicule. Il l'a déjà fait en 2012. Hein. Non, mais là, non, mais pas de cette façon. Non, pas de cette façon. Là, donc, il vaut mieux, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais enfin, il faut partir de l'idée, il va y avoir des élections. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi Netanyahou a-t-il décidé de démembrer un gouvernement dans lequel il y avait une large majorité. Dans lequel il avait une large majorité. Et ça, moi, j'ai deux réponses là-dessus. Je veux dire, j'ai une réponse de fond et une réponse de forme. Je veux dire, la question, c'est pourquoi et pourquoi maintenant? Alors pourquoi, au fond, moi je pense que ce gouvernement n'aurait jamais dû être. Parce que je pense qu'il y avait dès le départ des contradictions essentielles. C'était basé sur une alliance contre nature entre Bennett et Lapid. Et sur religieux et le centre. C'était, je veux dire comme si le grand sujet, la question essentielle dans la société israélienne, c'était la lutte contre les Haredim, comme si la question essentielle... On rappelle, Naftali Bennett, qui est le questionniste religieux, donc est un parti qui envoie les jeunes à l'armée, qui soutient le service militaire. Yair Lapid, qui est un parti centriste, donc également, ils se sont alliés sur cette question, sur le service militaire des orthodoxes. C'était ça la question essentielle. Alors, je dirais, il y avait... Et on s'est rendu compte au bout de certain temps, on s'est rendu compte assez vite que ces deux frères, comme ils s'appelaient, tout ça était ridicule, et ça s'est cassé la gueule. Mais la question, donc effectivement, moi je pense que ce gouvernement n'avait pas raison d'être. Mais la question, pourquoi il se brise maintenant? Et là, c'est à cause de Netanyahou. J'ai une autre question à vous poser. Il y a une réponse à cette question, pourquoi ça se brise maintenant? L'une des réponses données dans la classe politique israélienne, c'est que Benjamin Netanyahou n'a pas du tout apprécié le vote contre le journal qui le soutient depuis toujours, qui est le journal de Sheldon Adelson, Israël Hayom. Il n'a pas apprécié que les députés même de sa coalition votent contre ce projet de loi pour le rendre payant. Et donc, il a estimé que c'était une sorte il s'est senti trahi au sein de sa coalition. Il a considéré ça comme camouflé. Et alors, j'ai une vraie question à vous poser. D'habitude, dans les élections, on dit les sujets, la question sociale profite à la gauche, les questions de sécurité profitent à la droite. À l'heure actuelle,
ni l'un ni l'autre ne prend le dessus, il n'y a ni les questions sociales ni les questions sécuritaires. La seule question qu'il y a, c'est ce qu'a dit le Jérusalem Post, c'est Netanyahou. Est-ce que ça va être ça le thème des élections, à savoir un référendum pour ou contre Netanyahou? Est-ce que ça va se résumer à ça? Je ne pense pas. Je pense que malgré tout, le sujet sécuritaire restera le sujet dominant. Il faut rappeler, on a peut-être tendance à l'oublier, qu'on est dans une période sécuritaire extrêmement précaire, extrêmement difficile. Il y a eu un attentat cette semaine. Mais ça va jouer en faveur de la droite, parce que d'habitude, la sécurité en général, tout cela joue en faveur de la droite. Oui, mais là, il est sortant, et c'est sous son mandat que la situation s'est dégradée. Cela joue en faveur de la droite, et qu'on le veuille ou non, Binyamin Netanyahou est considéré comme, on va dire, un mur, un rempart plus solide que, par exemple, les travaillistes face au niveau sécuritaire. Bah oui, c'est une tendance. Non, je veux dire, il faut regarder quand même une tendance de fond. Il y a une radicalisation à droite de la société israélienne, en particulier de la jeunesse. Ça s'explique pour beaucoup de raisons. Enfin, moi, personnellement, je vois ça, c'est le prix de l'occupation et de la colonisation. Mais je veux dire, c'est aussi l'insécurité. Il y a beaucoup de régions qui font. Et la déception du processus d'Oslo. Et la déception d'Oslo, mais on a fait beaucoup pour que ce processus ne marche pas. Donc, il y a une tendance de fond. Je pense d'abord du côté israélien. De toute façon, on est à Tel Aviv. On ne peut pas dédouaner les Palestiniens je pense que dans la colonisation, on peut les dédouaner. Et je pense que le facteur essentiel qui a torpillé un processus, d'ailleurs, il faut se rappeler aussi, les attentats aussi, c'est vrai. On rappelle que c'est le Hamas qui a torpillé la campagne de la gauche après l'assassinat de Rabin. C'est vrai, les attentats ont joué un grand rôle, mais je veux rappeler aussi quand même, on parle tout le temps des accords d'Oslo, il faut rappeler que ce gouvernement et Bibi Netanyahou et Lieberman ne disaient que pis que pendre de ces accords. Je veux dire, ils étaient fondamentalement opposés. Donc, mais passons, ne faisons pas l'historique du passé. On a une tendance profonde dans la société israélienne qui va vers la droite. Mais en même temps, il y a un vrai problème, c'est un problème de Netanyahou, c'est évident. Je veux dire, si vous regardez toute la presse, vous voyez même des éditorialistes de droite, il y a un problème de sa personnalité. Il y a un problème aussi, je ne veux pas rentrer dans la psychologie, d'usure. Ça va être un référendum sur sa personne? Ça va jouer aussi, il y a un problème d'usure du pouvoir. Je veux dire, ça a duré depuis trop longtemps. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a la fin d'une période. Comme alors, Maryse, j'ai une question à vous poser justement là-dessus. Jusqu'à présent, on vous disait, comme vous disiez Daniel, on avait l'impression qu'il y a, on n'a pas le choix, il n'y a que Netanyahou, il n'y a pas de leader à droite, et maintenant on entend un tout sauf Bibi. Tout sauf Bibi, c'est le leitmotiv de la gauche. Comme on a entendu en France, tout sauf Sarko. Est-ce que ça va tenir, ça? Est-ce que ça va leur permettre à gauche de cacher le fait qu'il n'y a pas de leader à gauche? Premièrement, d'abord, une chose, c'est-à-dire la leçon que l'on doit tirer de ce gouvernement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de programmes négatifs. On ne peut pas former des blocs, on ne peut pas former des coalitions, former des gouvernements sur des programmes, sur une idée, sur un principe, sur un projet de loi. Il faut qu'on ait un véritable projet de vie, un véritable projet, une véritable vision politique. Ceux qui auront une vision politique auront plus de chances que ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est la première leçon que l'on doit tirer. C'est pour ça que je pense que quelque part, au niveau de la gauche israélienne, le bloc de gauche, centre-gauche, dont on parle aujourd'hui beaucoup, on va parler beaucoup de ces blocs. Ces blocs on va en parler après. Ces blocs vont être déterminants pour deux raisons. D'abord parce que on a élevé le seuil d'éligibilité au cours de cette dernière Knesset. Il est à 3,25%. Ils ont du mal à calculer les sondages à cause de ça. Probablement, mais cela va obliger la plupart des formations à essayer de se rassembler, de trouver un trait d'union entre elles. Et deuxièmement, il va y avoir un élément important. C'est le président de l'État. Reuven Rivlin va jouer un rôle déterminant au lendemain des élections. Parce que Reuven Rivlin, on a tendance à l'oublier, a un contentieux très profond avec Binyamin Netanyahou. Et Reuven Rivlin devra confier la formation de la coalition gouvernementale à celui qui aura non seulement le plus de chances de former un gouvernement, mais qui aura d'emblée le parti le plus important. Et si Binyamin Netanyahou vient, par exemple, avec un parti, une fusion partielle, une fusion totale avec le parti de Bennett, et il obtient par exemple 40 mandats, d'accord? Eh bien, Reuven Rivlin aura beaucoup de difficultés à ne pas lui confier la coalition gouvernementale. Parce que, par contre, s'il arrive avec 22 mandats du Likoud, Reuven Rivlin pourra confier à d'autres. Je voudrais répondre brièvement. Un programme qui dit simplement non à Netanyahou, non, ça ne suffit pas. Alors, en un mot, et après je lance le reportage, en un mot, vous répondez à chacun votre tour. Est-ce que vous êtes prêt à dire si Netanyahou, est-ce que vous croyez à une quatrième élection de Netanyahou, oui ou non?
Écoutez, vous avez entendu... En un mot. Ça fait déjà plus. Vous avez entendu dans les sondages qu'il y a un grand désarroi dans la population israélienne, comme il y a un désarroi sur ce plateau, et les Israéliens ne comprennent pas, ils ne savent pas où ils en sont, d'autant qu'il y a 25% d'indécis qu'on n'a pas sondé, donc c'est difficile de savoir. Benyamin Netanyahou avait commencé les dernières élections comme le roi Bibi. Il les a terminées avec 31 mandats avec les électorats de Lieberman. Donc il a frôlé la catastrophe. Il commence très bas. Et il risque de rentrer dans la catastrophe. Je suis d'accord avec lui. Donc personne ici n'est prêt à parier à 100% de réélection de Netanyahou. On va regarder. Jamais à 100%. On va parler. Ça n'existe pas. Je sais pas, les paris à 100%, c'est pas des paris. C'est vrai. Ce n'est pas faut présenter comme ça. On va à présent parler de coalition gouvernementale. À gauche, on se cherche un leader. Vous l'avez compris. En toute logique, Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, devrait prendre ce rôle. C'est pas gagné. Portrait d'un homme qui a repris la tête du Parti travailliste il y a maintenant un peu plus d'1 an. S'il existe une aristocratie en Israël, c'est sans doute Yitzhak Herzog qui l'incarne le mieux. Né le 22 septembre 1960 à Tel Aviv d'une lignée politique et religieuse d'origine polonaise, il porte le prénom de son grand-père, Yitzhak Halevi Herzog, grand rabbin de la communauté ashkénaze de la Palestine mandataire. Son père, Chaim, ancien chef des renseignements de Tzahal, est le 6e président de l'État d'Israël. Yitzhak est aussi le neveu du légendaire ministre des Affaires étrangères israélien Abba Eban. Génétique ou pas, chez les Herzog, on a le sens du service à la nation. Après ses obligations militaires dans le renseignement, le jeune Yitzhak suit des études de droit à l'université de Tel Aviv et à la Cornell University. Diplôme en poche, il intègre alors le cabinet de son père, Herzog Fox Neeman, avant de devenir en 1999 le secrétaire du gouvernement Barak. Député travailliste depuis 2003, il est ministre de la Construction et de l'Habitat sous le gouvernement d'Ariel Sharon. Puis successivement ministre du Tourisme et des Affaires sociales sous Ehud Olmert. C'est en 2009 qu'il rejoint Ehud Barak au sein du gouvernement Netanyahou. Il conserve alors le portefeuille des affaires sociales. Mais en mauvais termes avec son ancien mentor, il annonce son intention de briguer la présidence du parti. Quand Ehud Barak quitte le Parti travailliste pour conserver le portefeuille de la défense du cabinet Netanyahou, Yitzhak Herzog décide, lui, de rester. Et après une première tentative infructueuse en 2011, il en devient le chef de file en 2013, en battant la présidente sortante, Shelly Yachimovitch. Dans son discours de victoire, ce Tel Avivien, père de 3 enfants, a appelé les travaillistes à brandir de nouveau l'étendard de leurs valeurs, la justice sociale et la paix avec les Palestiniens. Mais malgré son expérience du pouvoir, ce quinquat polyglotte qui parle couramment l'anglais et l'arabe souffre d'une image de second, un peu terne et peu charismatique. Il devra donc prouver qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. Son rendez-vous avec l'histoire est fixé au 17 mars prochain. Voilà pour ce portrait du chef de l'opposition israélienne. Marus, j'ai une question à vous poser. Oui. À l'heure actuelle, nous sommes vendredi 5 décembre, il est un peu plus de 8 h du matin. Oui. Quelles sont les chances de voir la gauche et le centre s'unir pour les élections, à savoir une seule liste? C'est-à-dire que ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le centre. Si on détraite un type comme Lieberman, que moi je considère qui est à l'extrême droite, qui a fait des campagnes virulentes contre les Arabes israéliens, que moi je comparais, je crois que Marine Le Pen à côté c'est une libérale d'extrême gauche, comme ce qu'elle dit, je crois que l'appeler le centre c'est un peu difficile. Et une alliance entre les travaillistes et Lieberman, rien n'est impossible, parce que c'est vrai qu'il a un certain pragmatisme, mais j'y crois pas trop. Et je veux rappeler quand même... Il y a le reste du centre, Lapid, Netanyahou, Carlon, alors Lapid, écoutez, là c'est des questions d'ego. C'est des questions d'ego. Je veux dire, je suis incapable de sonder le caractère de Lapid, et Carlon, je ne le connais pas. C'est un type qui vient de droite, mais on peut évoluer. On ne sait pas encore tout ce qu'il pense exactement. Daniel, une question, est-ce que la liste... venait aussi de la droite nationale. Il est venu aussi. Une vraie question, est-ce que faire une liste commune est la meilleure stratégie quand on voit que la liste commune Lieberman, Netanyahou ne les a pas franchement réussi aux dernières élections? Même si cela n'a pas franchement réussi, je répète, cela aide au moment de la formation, au moment de la désignation de celui qui va former la coalition gouvernementale. C'est plus facile pour un président qui a 2 prérogatives, celui d'amnistier des prisonniers et celui de désigner le candidat qui sera le plus à même à former la coalition gouvernementale. C'est plus facile pour un président lorsqu'il voit
voit un parti qui a 40 mandats de lui confier les rênes du pouvoir, en tout cas au moins la tentative de former une coalition gouvernementale. Vous oubliez un point, c'est que les partis de gauche et de centre essaient de s'engager sur un point, s'ils ne feront pas liste commune, ils essaient de s'engager sur un point, aucun d'entre nous ne fera un gouvernement avec Netanyahou. Et comme ça, le président n'aura d'autre choix que de se tourner vers la gauche et le centre pour le donner premier ministre. C'est crédible comme engagement, d'abord, Marius? De la gauche qui dit « nous n'irons pas chez Netanyahou ». Je pense qu'effectivement, je pense que Herzog n'ira pas chez Netanyahou, mais pas uniquement pour des raisons. Qu'est-ce qu'on appelle le centre? Il y a ce qu'on appelle la mythologie. Il y a une mythologie. Je voudrais quand même être dans une perspective un peu historique, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai été perplexe avec la décision de Netanyahou. La droite dans ce pays, un peu la gauche aussi, mais la droite dans ce pays est arrivée au pouvoir toujours avec l'alliance d'un parti centriste. Donc ça renforce ce que je veux dire. Donc il est absolument. Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Netanyahou s'est privé de Lapid, quelle que soit leur divergence personnelle. Et justement, si le centre s'engage à ne pas entrer avec Netanyahou, la droite est foutue. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le centre? C'est-à-dire, si vous mettez Lieberman dans le centre, évidemment, mais c'est très très avancé de dire ça. Qu'est-ce que c'est que le centre? Quel centre? Il faut rappeler, on a dit que Herzog ne s'alliera pas avec Netanyahou, il faut rappeler qu'il a été ministre des Affaires sociales dans le gouvernement Netanyahou pendant les 4 années du précédent mandat. Mais je crois que les travaillistes ont tiré les leçons parce que ça a commencé avec Barak. Je veux dire, ils ont tiré la leçon de Barak. Barak a servi de caution à des gouvernements de droite, et bon, ça suffit. Les travaillistes, c'est pas peut-être par idéal, mais ils se sont rendus compte qu'en jouant ce rôle, ils faisaient harakiri, ils se suicidaient. C'est ça la différence. On a parlé de la gauche, de ces possibles unions. À droite, qu'est-ce qu'il en est? Certains estiment que Bennett et Netanyahou devraient former une seule et même liste, parce que finalement, c'est à peu près le même programme. Qu'est-ce qu'il en est? Là aussi, il faut envisager tous les cas de figure. On a oublié aussi que Binyamin Netanyahou et Bennett ne pouvaient pas se voir en peinture pendant, même au moment de la formation du gouvernement, et que cela a été imposé par Lapid, l'entrée de Bennett. Or, aujourd'hui, on parle de fusion, ou en tout cas de fusion partielle, ou en tout cas d'alliance entre Netanyahou et Bennett. Bennett fera une alliance, mais il a un objectif très clair, c'est celui de remplacer Binyamin Netanyahou. Donc il est possible qu'il soit un second, un lieutenant de Binyamin Netanyahou, qu'il obtient un portefeuille important, qu'il soit vice-premier ministre. Mais il y a aussi un phénomène qu'il faudra analyser, c'est l'affaiblissement du Likoud dans les sondages, c'est-à-dire le Likoud qui ne se renforce pas véritablement, qui reste autour de 20-22 mandats. Et là-dessus, il faut comprendre une démarche, celle de Feiglin, de Moshe Feiglin. À l'intérieur du Likoud, Moshe Feiglin a une approche depuis 20 ans. Il estime qu'il fallait noyauter de l'intérieur, que le sionisme religieux voulait noyauter de l'intérieur le Likoud pour devenir un parti de droite. Or là, on voit que le Likoud est affaibli. Il n'est pas impossible que Feiglin puisse envisager de se rapprocher du parti national religieux, de Bennett, et de former un front religieux, sioniste religieux plus important qui affaiblirait le Likoud. Ne faisons pas des calculs. J'ai une vraie question à vous poser sur le Likoud. Oui. Au mois de janvier, il y aura les primaires. Les primaires au Likoud. Quelles sont les chances qu'au sein du Likoud, une nouvelle génération avance et dise à Netanyahou, écoutez, merci, 6 ans au pouvoir, 3 ans dans les années 90, ça suffit. Maintenant, nous, on revient un renouveau. Les sondages ne sont franchement pas en notre faveur, qui poussent Netanyahou vers la sortie. Ou au contraire, soit par la jeune génération comme Gideon Sa'ar, soit au contraire par les sionistes religieux dont parlait Daniel. Gideon Sa'ar, pour le moment, il est sur la touche. Il a annoncé qu'il s'occupait de ses enfants. Bon, on peut effectivement changer d'avis au bout de 3 mois, mais c'est un peu rapide. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de telle ou telle personnalité du Likoud. Regardons les choses dans une tendance. Ce qui s'est passé dans le Likoud, c'est une polarisation à droite et à l'extrême droite. Merci. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'elle ne fait pas... Je vais vous couper, Marius, parce que nous arrivons à la fin de cette partie. Nous allons être coupés pour ce flash d'information de 10 minutes qui va vous être présenté par Nathalie Nagar. On se retrouvera dans quelques minutes pour parler d'une possible ingérence américaine dans les élections. Deuxième partie du Morning d'I24 News. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Si vous rejoignez I24 News, nous a rejoint en tout cas sur ce plateau Michel Keshka, bonjour. Bonjour Julien. Comme tous les vendredis pour commenter l'actualité en dessin. Daniel Haïk, merci d'être resté avec nous. Marius, merci à vous également d'être resté avec nous pour parler donc tout d'abord de ces dessins
Première caricature de la semaine, ça concerne le procès de Moubarak. Oui, je pense que la semaine a commencé par l'annonce du fait qu'il a été acquitté par le tribunal de toutes les accusations dont il avait été l'objet, lui et ses fils d'ailleurs, et ils étaient en train de crépir en prison. Alors on voit lui et l'ancien président déchu. Si, absolument, oui. On voit à quel point finalement une même justice est finalement l'outil d'un pouvoir. Parce que finalement, c'est la même justice qui était en place au moment de Morsi qui a jeté Moubarak en prison. Et c'est plus ou moins la même justice. Je ne pense pas que tous les magistrats égyptiens aient été changés en 2 ans ou en 1 an, qui finalement ont acquitté Moubarak. Et vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose pour lui. Finalement, il est peut-être le seul président égyptien, à ma connaissance, à avoir permis une certaine stabilité pendant 30 ans de son pays, et on voit ce qui se passe depuis qu'il n'est plus en place. Alors c'est bien de jeter des gens qu'on peut appeler des dictateurs, ou en tout cas pas des grands démocrates, mais finalement quand à la place viennent des dictateurs pires, alors finalement l'alternative, si tu vois. Voilà, exactement. Marius, vous justement avec votre perspective d'historien, lorsque vous voyez ce retournement assez inattendu, lorsqu'on regarde de 2011 à 2015 presque 15, ce qu'a traversé l'Égypte, 2 présidents en prison en même temps. Je dirais un mot, je serais beaucoup plus... C'est navrant. Navrant. Oui, c'est navrant que le printemps arabe... C'est une restauration d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Restauration de l'ancien régime égyptien. D'une certaine façon, oui. C'est navrant. J'ai l'impression que l'Égypte aimerait bien un peu corriger l'image qu'elle donne d'elle depuis des années aux yeux du monde, peut-être aux yeux des États-Unis. Et peut-être que cette remise en liberté, en tout cas cet acquittement, parce que ça va être suivi d'une remise en liberté de Moubarak et de ses fils, montre peut-être une tendance un peu plus modérée de l'Égypte, mais on n'est vraiment pas sûr. Hein. On n'est vraiment pas sûr. Oui, sur le plan islamiste, le mot démocratie, oui. Ça reste évidemment encore à prouver. On va passer à présent à ce qui a pas franchement préoccupé les Israéliens cette semaine, plus les commentateurs. Je parle du vote de l'Assemblée nationale française, invitant le gouvernement français à reconnaître la Palestine. On fait bien la distinction. Ce n'est pas une reconnaissance, c'est un vote invitant le gouvernement à... C'est pas que ça n'avait pas tellement préoccupé les Israéliens, parce que finalement, cette semaine, dans les médias israéliens et français, on parlait de ce vote et du procès Zeytouni. Oui. C'est-à-dire la France était au cœur de l'information, en Israël aussi. Bon, c'était un vote attendu. Il faut quand même signaler que c'est le 135e pays. Ce qui est quand même, qui représente... C'est pas une reconnaissance, on rappelle. Absolument, c'est pas une reconnaissance, mais ils émettent un vœu que la France, finalement, au cas où il y ait un processus bilatéral qui mène les Israéliens et les Palestiniens à une solution de leur conflit, évidemment, ils seront... Ils annoncent leur vote à l'ONU pour la Palestine au cas où ça se fait. C'est vrai, j'ai entendu les discours, c'était intéressant. Il y avait ça en direct, il y avait ça aussi en Israël. Mais bon, évidemment, c'est reçu par la droite israélienne d'une manière générale, comme quelque chose de très négatif. Donc c'est pour ça que le tableau La Liberté j'utilise Delacroix, qui est un des peintres que j'aime beaucoup, des peintres néoclassiques français. À la base. La Liberté, normalement, à la droite de Marianne, c'est Gavroche. Oui. Alors là, je l'ai fait Roland en Gavroche, c'était une occasion unique que j'avais de le faire. Et puis Bibi, évidemment, qui est en train de barrer ça en rouge parce qu'il n'est pas content. François Hollande avait pris d'ailleurs l'engagement de reconnaître tout de suite la Palestine, il a donné 2 ans. Absolument. Laurent Fabius, au nom de François Hollande, a donné 2 ans. On en a parlé tout à l'heure, Daniel, au parti pour trouver un accord. Vous pensez-vous, vous imaginez-vous une reconnaissance finalement par l'Europe de la Palestine ? Mais évidemment, on va vers ça, mais pas par l'Europe, par le monde entier. C'est un processus d'ailleurs qui n'a absolument aucun rapport avec les élections israéliennes. On a dit tout à l'heure, Fabius avait déjà avait lancé cette idée, je crois, il y a 3 mois. Et c'est un processus qui met qu'Israël est de plus en plus isolé dans le monde à cause de sa politique de colonisation. Daniel, une question là-dessus. Toutes ces reconnaissances internationales de la Palestine ou invitations à reconnaître la Palestine, est-ce que ça fait le jeu de la droite dans les élections en disant le monde entier est contre nous, allons avec Bibi, il va nous défendre, ou de la gauche qui dit les populations qui pourraient se dire Netanyahou nous a conduit à l'isolement ? Il peut y avoir les deux, oui, effectivement, il peut y avoir les deux. Le seul problème... Vous prenez pas beaucoup de risques dans vos questions, Daniel, ce matin. Je dois dire que... Non, il peut y avoir les deux, mais le véritable problème, c'est le cautionnement par l'Assemblée nationale d'une démarche unilatérale. Et je crois que quelque alors qu'on reproche à Israël... Alors qu'on reproche à Israël, et puis aussi, on parle d'ingérence. Alors, est-ce que c'est une ingérence dans les affaires de l'État d'Israël ? Je ne sais pas, mais ça pourrait l'être. Et je pense que quelque part, ce fait de cautionner
cautionner une démarche unilatérale, c'est en violation des propres accords qui ont été établis, les accords d'Oslo. Tout le processus d'Oslo était reposé. Il y a un point dans les accords d'Oslo où il est marqué vous ne changez pas la situation sur le fait, terrain. oui. Depuis 40 ans, Israël a complètement bouleversé la situation dans le terrain par la colonisation. Elie Barnavi a écrit justement, Elie Barnavi a écrit dans le Figaro, il n'y a rien de plus unilatéral que la colonisation de terres sur lesquelles un État doit être créé. Et ici, dans cette télévision, il y a eu Zvili qui a dit des paroles, je trouve, d'une grande lucidité. Face à BHL et Alain Finkielkraut. Je pense que ce vote, il est le cautionnement d'une chose, c'est du meilleur fonctionnement de la diplomatie palestinienne par rapport à la diplomatie israélienne. C'est tout. Étant donné que sur le terrain, rien ne se passe entre Israël et la Palestine, Abbas a décidé de ne pas rester dans l'attente et il a fait des démarches diplomatiques qui portent leurs fruits. Alors qu'en 1948, c'est très bien pour les Palestiniens. avaient plus d'accès diplomatique que les Arabes. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Regardez, Mahmoud Abbas a eu on parlait ces dernières semaines d'une troisième intifada. Il avait vu deux intifadas. La première intifada qui était la guerre des pierres, qui a abouti à Oslo. La seconde intifada, qui était la guerre des explosifs et des trucs, qui a abouti à l'opération Rempart et à la réoccupation par Israël. Et au retrait de Gaza. Et donc quelque part, si Mahmoud Abbas, s'il devait y avoir une incitation, une forme eh bien Mahmoud Abbas a choisi plutôt la première, c'est-à-dire d'essayer à travers un soulèvement, en tout cas ce qu'on a vécu populaire, d'aboutir à une démarche diplomatique qui pourrait donc, même si elle est unilatérale. Je ne pense pas que c'est une question technique de diplomatie. Je ne pense pas que les Palestiniens ont une capacité diplomatique meilleure d'Israël. Simplement, ce qu'Israël a donné au monde, personne n'est prêt à l'écouter aujourd'hui. Et personnellement, je trouve que c'est normal. On va passer au dessin suivant. Le résultat est le même, tu veux dire. Dessin suivant, ça concerne Benjamin Netanyahou. Oui. Je crois, Michel, on va le voir à l'écran tout de suite. Alors, bon, vous l'avez fait déjà très petit. Il falloir expliquer pourquoi, parce qu'en général, c'est Nicolas Sarkozy qu'on dessine en dessous du micro. Il va nous expliquer pourquoi. Et on voit, c'est la conférence de presse de cette semaine, hein, si je comprends bien. Oui. Yair et Tzipi m'ont fait un putsch. C'est l'accusation qu'il a portée contre ces ministres du centre. Les vilains, ils iront dans le coin. Écoutez, je vais en parler en deux mots parce que je voudrais bien qu'on débatte sur le prochain dessin, hein, qui est le dessin central. Mais disons, son discours était un discours pathétique d'un petit politicard de province, pas digne ni d'un chef de gouvernement israélien, ni d'un homme d'État. Et finalement... sur lequel il annonçait les élections. Voilà, absolument. Et donc, il y avait donc cette... Et celui de Yair Lapid était mieux ? Non. Celui de Yair Lapid dans la... Yair Lapid qui dit que cette semaine, il avait prévu de présenter un plan visant à faire descendre le coût de la vie en Israël. C'est tout aussi pathétique. Mince. Il n'était pas mieux, mais Yair Lapid n'est pas Premier ministre. Voilà. Il n'est pas Premier ministre pour la troisième fois en une douzaine d'années. Donc il a moins de choses à défendre. Et d'un côté, et d'un autre côté, ces accusations de putsch sont tellement ridicules. À savoir qu'il a accusé. On sait que s'il y a derrière, c'est autre chose. Non, mais il y avait quelque chose aussi quand même qui m'a frappé. Je pense qu'on en a parlé. C'est qu'il a fait un acte d'accusation contre Lapid, contre Livni. Vous travaillez une variante. Il n'a rien dit sur Bennett. Je veux dire, pendant l'opération, la guerre de Gaza, ceux qui ont le plus mis du savon sur la planche, c'était Bennett et Lieberman. Et eux, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. En pleine guerre, des ministres accusent le Premier ministre de mener de pas mener la guerre jusqu'au bout, de trop faible. Il n'a pas un mot là-dessus. Après son discours, c'est une des premières questions qu'un journaliste de la télévision, la 10e chaîne, lui a posée, et il n'a pas répondu à cette question. Il lui a dit, en effet, tes ministres de droite, vos ministres de droite, c'est qu'il n'y a pas de vouvoiement en hébreu, vos ministres du centre étaient avec vous pendant la guerre et n'ont pas dit un mot contre vous, à l'inverse des ministres de droite. Vous remarquez que j'ai dessiné Bibi avec une truelle dans la main gauche, parce que d'abord il est gaucher, et deuxièmement, une truelle, c'est pour construire. Hein. Voilà. Les constructions dans les villes de Cisjordanie. Voilà, c'est la devinette de ce Shabbat. Pourquoi aussi petit ? Ce sera le mot de la fin sur ce dessin. Parce que je trouve qu'il était petit ce jour-là. C'est ça, c'est une manière d'exprimer mon ressenti. On passe au dernier dessin, et comme ça, ça me permettra de continuer sur le sujet des élections. Alors, je crois que c'est pas la première fois que vous le dessinez dans cette posture. Non, alors voilà. Alors j'ai décidé que la campagne qui est en train de s'annoncer, j'allais réutiliser le même dessin chaque fois. Voilà, le dessin donc c'est Bibi et Bennett à la liane en Tarzan, mais j'allais changer le décor et la couleur. Alors Netanyahou dit... Il dit accroche-toi bien, Naftali. Tu dépends de moi. Tu dépends de moi. Oui, je lis pas d'aussi loin. Et Naftali lui répond tiens-toi bien. Tiens-moi bien, Bibi. Sans moi, tu tombes. Voilà. C'est, à mon avis, ces élections, ça va être qui dépend très décisif. Voilà.
À mon avis, Bibi dépend de Bennett maintenant. Daniel, à mon avis, c'est ce qui est en train de se On passer. pourrait rajouter qu'ils se détestent. Qu'ils se détestent détestent cordialement. Et vous remarquerez que les urnes, elles ont des dents. Hein. Ah Ça, bon c'est pas... Oui, oui, Non, je vais faire attention si on peut remettre le dessin. On peut demander de nous remettre le dessin. Voilà. Ah oui, ils ont des dents. Hein. Il y a des dents. Ça va mordre. Ça va mordre et ça va faire mal. D'un point de vue idéologique, quelle branche va le plus dominer? C'est la branche sioniste religieuse ou c'est la branche droite entre Netanyahou et Bibi? Lequel va prendre le dessus? Je crois que si on regarde historiquement, la droite est devenue de plus en plus religieuse. Je veux dire, c'est-à-dire ce qu'on avait, la droite laïque, qui était inspirée quand même par Jabotinsky, son fondateur, Begin, d'une certaine façon, est en train de disparaître. L'immigration marocaine. Et on a ça c'est un autre aspect, c'est le côté social, mais c'est aussi en train de disparaître. Donc on a toute cette tradition de droite plus ou moins libéral qui est en train de disparaître. Il reste Rivlin, il reste quelques personnalités. Alors le problème, ce qui est intéressant, c'est que en devenant le Likoud devant plus en plus extrême et de plus en plus religieux, il perd également sa raison d'être. Pourquoi voter Likoud si vous avez je voudrais qu'on aborde un autre sujet, parce que je sais que le sujet est important pour nous tous. Cette semaine, le Congrès américain a adopté une résolution qui réaffirme sa solidarité envers Israël. Dans le même temps, on a appris que le département américain pourrait envisager des sanctions contre Israël. L'Union européenne aussi pourrait envisager des sanctions contre Israël, mais l'Europe est complètement pétrifiée à l'idée de faire le moindre pas qui pourrait faciliter la tâche à Benjamin Netanyahou. Autrement dit, les États-Unis et l'Europe cherchent à agir sans favoriser Netanyahou, à l'inverse, en favorisant la gauche. C'est une ingérence? Non, je veux dire, d'abord... Parce que c'est ça qu'il essaie de faire, c'est favoriser la gauche. Encore une chose, il ne faut pas tout soit nombrilisé. Le monde entier ne tourne pas autour des élections israéliennes. Mais là, concrètement, c'est vraiment ça. C'est pas plus une ingérence que toutes les organisations non gouvernementales qui sont israéliennes, qui sont financées par l'Union européenne, qui sont financées certaines par les Américains. Ça fait partie du jeu, même si cela peut paraître surprenant, mais ça fait partie du jeu. Ce que je voudrais dire peut-être... Est-ce que c'est une ingérence quand Israël joue avec le CRIF contre la décision du Parlement français? Je veux dire, ou lorsque le Premier ministre Netanyahou joue à fond les Républicains contre Obama. C'est du lobbying ou ça, c'est pas quand un journal israélien est financé par un multimilliardaire américain d'extrême droite juif. Je ne sais mais pas. Là, au niveau étatique, que l'Union européenne et les États-Unis cherchent à favoriser un bord plutôt qu'un autre. Mais c'est pas lié aux élections. Pendant un instant la pensée que Benjamin Netanyahou voulait provoquer des élections, ça va peut-être vous faire rire, mais parce qu'en faisant ses calculs, il comprenait que Barack Obama arrivait en fin de mandat et qu'il avait une chance peut-être d'être Premier ministre sous un gouvernement, une administration républicaine avec laquelle il pourrait vivre en entente totale. Parce que finalement, il faut reconnaître qu'il n'a pas eu de chance, Benjamin Netanyahou. Depuis 6 ans qu'il est Premier ministre, il est face à Barack Obama. Et on sait les tensions qui existent entre les deux chefs d'État. Là aussi, peut-être que ça pourrait être une option. Vous avez des propositions contre Israël. D'abord, 2 choses. La résolution sur l'amitié avec Israël, ça ne mange pas de pain. C'est pas, ça n'a aucune importance. C'est même plus pour des questions internes américaines. Ça va être aussi des décisions sur Jérusalem, capitale, tout ça, c'est du blablabla. Il y a une question de fond. Le monde n'accepte plus la poursuite de la colonisation qui crée une situation sur laquelle la création de 2 États devient impossible. Et c'est ça la question de fond. Maintenant, l'Europe fait ce qu'elle peut. En général, elle ne fait pas grand-chose. Mais ça, c'est lié à la problématique européenne. Mais la question de fond, c'est celle-là. C'est-à-dire que la communauté internationale est de moins en moins prête à accepter la stratégie de Netanyahou ou de Bennett et qui pourrait être celle d'un prochain gouvernement. C'est ça la question. On pourrait dire, pour résumer ça par une phrase semi-caricaturale, que ces doubles choses qu'on vient d'entendre de la part des États-Unis, c'est une façon de dire on est foncièrement pour Israël, on est foncièrement contre la poursuite de la politique du gouvernement israélien actuel. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une image en tête qui me revient je crois, 1996, avant l'élection de Benjamin Netanyahou face à Shimon Peres. C'est cette image sur les rives de Sharm el-Sheikh de Shimon Peres avec les leaders de la Ligue arabe, de Bill Clinton, pour dire regardez les faiseurs de paix, Jacques Chirac. C'était une tentative claire de Bill Clinton d'essayer de rehausser la situation de Shimon Peres qui se disait, il avait dit à l'époque,
je suis maudit parce qu'il y avait une vague d'attentats sans précédent dans les rues d'Israël, et il y avait une volonté donc de la communauté internationale de se mobiliser en faveur de Shimon Peres contre Benjamin Netanyahu. C'était une Chirac, véritable ingérence. Il y avait Arafat, il y avait Moubarak, tout le monde était là. Et finalement, on a vu que ça n'a pas véritablement aidé. Il y a un autre précédent qui va dans le sens contraire, c'est Shamir et Bush. C'est-à-dire, à un moment donné, l'administration Bush a déclaré qu'il mettrait des sanctions économiques. Enfin, c'était l'arrêt de prêt. Et ça, je pense que ça jouait pour l'élection de Rabin. Bush le père. Le père, oui. Merci beaucoup, Michel, Daniel et Marius, d'avoir été avec nous. On va arrêter de parler des élections pour aujourd'hui, peut-être même pour toujours, si lundi les élections sont annulées, selon peut-être vos prévisions. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. C'est une supposition. Restez avec nous sur iTunes News. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Nathalie Nagar. Et on se retrouve pour parler d'Afrique avec les Shebab. Bonjour à tous, troisième partie du Morning. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour Julien. Et vous nous avez beaucoup manqué cette semaine. Oui, vous aussi. Et de Betsabé Salem. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Alors, par contre, pas beaucoup d'arguments là tout à coup. On manque de commentaires, Julien. On est content de se retrouver quand même, Julien et moi. Très en forme avant même que cette partie ne commence. Betsabé, allez, votre chronique hebdomadaire ou quotidienne même, excusez-moi, mais comme je ne vois que le vendredi, pour moi, c'est hebdomadaire. Votre chronique sur les 5 ligues de l'actualité internationale, on commence tout de suite avec cette colère qui ne faiblit pas aux États-Unis, et ça se comprend. Oui, des manifestations spontanées dans plusieurs villes des États-Unis, comme à New York, et des milliers de manifestants qui dénoncent donc effectivement la décision du grand jury de ne pas poursuivre le policier qui est responsable de la mort de Eric Garner. D'ailleurs, le New York Times aujourd'hui a consacré une large partie de ses titres, comme vous pouvez le voir, à cette colère qui ne faiblit pas. Il publie notamment cette éditoriale intitulée « Nous devons arrêter les abus de la police sur les Noirs ». Un homme noir y partage ce secret gardé jusqu'à présent. Il a été passé à tabac, il avait 15 ans. Pendant 7 jours, il a uriné du sang. Il raconte qu'il n'a pas voulu que ça arrive à d'autres personnes. Alors il a rejoint lui-même les rangs de la police pour lutter contre ce genre de mauvais traitement. Et dans la police, il dit, on apprend à réagir de façon différente en fonction si vous vous trouvez devant une personne blanche ou une personne noire. Et non seulement la police est toujours sur la défensive, ce qui explique beaucoup de ces mauvais traitements, mais en plus... Il y aurait donc un traitement différencié en fonction effectivement, de la couleur de peau. on vous explique que la personne noire va chercher seulement à se défendre si elle porte une arme, alors que la personne blanche va chercher à se défendre et à défendre les autres. Par exemple, c'est ce qu'il explique. Et il explique que le leadership de la police, dont la police à laquelle il a participé, il est maintenant à la retraite, ne poursuit pas les policiers qui pourtant ont des dossiers contre eux, documentés pour mauvais traitement. Voilà. Bon, ce sera tout pour les États-Unis. Cette note un peu angoissante, évidemment, sur les méthodes de la police américaine. On poursuit avec le discours annuel du président russe. Oui, je vous ai arrondi vos transitions aujourd'hui, Julien. On passe à Poutine, un discours à forte tonalité de guerre froide, nous dit RFI ce matin, reprenant l'analyse d'un docteur en géopolitique, Jean-Sylvestre Montgrenier. Forcément, cette année, le discours annuel de Poutine, bien sûr, est influencé par la crise en Ukraine, vous l'aurez compris. Alors, on a entendu un discours qui tente de mobiliser l'opinion publique, alors que l'économie russe est touchée, bien sûr, de plein fouet par les sanctions occidentales. Un discours plein de promesses, comme celle de faire en sorte que d'ici 4 ans, la croissance russe aura dépassé celle de tous les autres pays. Un Poutine presque menaçant aussi, qui promet des mesures fermes après l'attaque subie par le rouble, nous explique le Wall Street Journal. Et oui, le rouble est en chute libre et Poutine dénonce des spéculateurs. Et pour cause, par rapport à fin 2013, Julien, le rouble a perdu les 2/3 de sa valeur face à la monnaie américaine. On va pas loin, mais justement, vous en avez parlé de cette guerre froide, nouvelle version 2014. L'Ukraine
ce conflit. L'Ukraine, voilà. Pour un autre sujet, plus ça change, plus c'est la même chose, se demande Courrier International. Tout change pour que rien change. Exactement, ce serait en tout cas le sentiment que partagent de nombreux journalistes et intellectuels ukrainiens. Un an après Maïdan, le gouvernement semble décidé à reprendre le contrôle des médias. Depuis que l'ancien avocat Yuri Stets a été nommé à la tête d'un nouveau ministère de l'information, eh bien on assiste à une levée des boucliers dans les médias ukrainiens. Ukrainska Pravda, par exemple, dénonce un projet d'étude de l'effet des médias sur la conscience publique dans la société, sans compter les multiples réglementations qui vont être mises en place. D'ailleurs, RSF s'est déjà insurgé. Ce ministère constitue une menace. Tout à fait, Reporters sans frontières, qui a affirmé que ce ministère constitue une menace claire pour la liberté des médias. Affaire à suivre, Julien. Alors, on va passer des sujets un peu plus légers. On va se détendre avec un sujet culturel, cinéma. Pas forcément très culturel, en fait. On va parler argent, Julien. C'est un clap de fin pour... Il y a toujours une dimension financière, même à la culture, Betsabé. Exactement. Méfiez-vous. D'ailleurs, je reparlerai tout à l'heure avec Marie-Chèque, vous verrez. La preuve, c'est le Figaro qui nous parle d'un clap de fin là, pour le cinéma français, pour les gros salaires, en tout cas, du cinéma français. Le journal reprend l'info des Échos et affirme que le CNC, donc le Centre national du cinéma, a décidé de ne plus subventionner les films dans lesquels les salaires des comédiens dépasseraient un certain pourcentage du coût de la production. Alors concrètement, eh bien, la rémunération maximale est fixée à 990 000 € pour un film dont le budget dépasse 10 millions d'euros. Donc ça, c'est des films à très gros budget. Alors cette règle... Ils peuvent être payés plus, mais le film ne sera pas subventionné par les aides publiques. Exactement. Et en plus, bon, même s'ils sont payés, ça c'est la limite de salaire, mais il y a aussi un salaire qui est variable. C'est effectivement le pourcentage en fonction du succès du film. Et ça, effectivement, vous n'y touchez pas. Alors, le Nouvel Obs titre, le cinéma français s'attaque enfin au cachet des stars. On a compris la tendance et rappelant qu'en 2013, eh bien, les salaires de certains acteurs avaient créé la polémique, notamment Danny Boone, 3,6 millions d'euros, Gérard Depardieu et Catherine Fro, plus de 2 millions d'euros. De quoi se refaire une belle salle de bain. Oui, en même temps, ces articles ne rappellent pas combien ces acteurs ont rapporté à l'économie française via le succès de leurs films et des produits dérivés. Mais enfin bon, on finit l'actualité avec quelque chose qui fait peur, surtout aux jeunes mamans, aux mamans enceintes, c'est le rhume. Ah oui, pourquoi pas, j'avais pas pensé à ça, effectivement. On n'a même pas besoin d'abord d'être enceinte. Ah, vous assurez, elles sont inquiètes pour leur bébé. D'accord, alors même si on utilise le terme de refroidissement, le froid n'est pas la cause du rhume. En fait, les coupables de ces virus, explique Slate, c'est par exemple le rhinovirus. Sauf que, eh bien voilà, quand le temps est sec et froid, les virus survivent plus longtemps à l'extérieur de votre corps. Or, c'est pendant ces mêmes périodes qu'on a tendance à se regrouper dans des espaces exigus. Or, eh bien, les virus vont se transmettre plus facilement par les gouttelettes générées lors de la parole, lors de la toux, lors de l'éternuement et aussi par contact avec de la salive ou des sécrétions nasales contaminées. Donc, on se lave les mains et on s'aère. D'accord, vous êtes en train de nous dire de sortir de ce studio concrètement. C'est ça que vous êtes en train de faire passer comme message. Merci beaucoup. Il ne faut pas vraiment froid sec ici. Non, on a de la marge. C'est vrai. Amis hypochondriaques, ce message était pour vous. Merci beaucoup. Betsabé, on va parler à présent d'un autre sujet. Je vous propose de voir un reportage, un portrait, pour être précis, présenté par Lorraine Tolila. Après une carrière d'avocate à New York, Inbal Baum a décidé de quitter les États-Unis pour s'installer en Israël. Il y a 3 ans, elle a développé le concept un concept culinaire qui s'appelle Delicious Israël. Regardez, elle est passionnée par les diversités culinaires du Moyen-Orient. Elle en a fait son métier. Regardez. My name is Inbal Baum. I run a culinary tour company called Delicious Israel. I decided that I want to really put together a lot of the things that I'm passionate about, finally do what I actually love to do. And so I remember I made all of these lists about what do I want to do when I wake up in the morning and how can I be happy? What will really drive me and make me happy? So for me, a lot of that was getting to show people what Israel has to offer. All of the melting pot of the different cultures that came to live in Israel and are still coming to live in Israel, and all of the diversity we have. We can see it in the place we are today in the Levinsky Market, showing people things that are outside of the box in Israel. And so for me, food and wine and anything around food and wine is the way to connect culture. So this is my way to show people something a little bit different.
I started Delicious Israel about 3.5 years ago, and it's been a dream ever since. Every day I meet new people and I get to do exactly what I love to do, so I really found it. We're focused on doing a lot of walking tours. We do walking tours in Tel Aviv and Jerusalem, culinary walking tours where we're tasting through the markets and getting to meet the people. I also recently moved to a place where I'm doing cooking workshops out of my home and doing private Shabbat dinners. Tel Aviv is a very popular city now for food. You can Google where to find the best restaurants and where to eat. And even in Levinsky Market, which is very off the beaten path, you can find a list of places to visit. But if I come here and eat hummus, you're not going to understand exactly what the different types of hummus are and how to eat it exactly. So getting to show also not just the different food, but also how we eat it and why we eat a certain type of food. And adding context to food is naturally going to enhance the experience for me. When I started, I was always very interested in the sensory experience. When we smell, when we taste, when we see, in our markets, as opposed to other places in the world, the markets are open. You can touch things, and you're supposed to touch things, and you're supposed to smell and taste. And when you go through the nut shop, you have to take a few cashews before you buy them to make sure they're good. So you really get to open up your eyes, and people feel more alive. Ça donne envie de la rencontrer, d'aller goûter tout ça. On va changer totalement de sujet, malheureusement, pour quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup moins sympathique. De bon matin, Laura, vous nous reparlez d'Afrique comme normalement. Tous les vendredis, Julien. La semaine dernière, vous ne l'avez pas fait. La semaine dernière, vous n'avez pas parlé d'Afrique. Je me permets de relever. Laura, vous êtes la spécialiste de l'Afrique au sein d'I24 News. Et aujourd'hui, vous allez parler d'un sujet très grave. Ces derniers mois, les rebelles islamiques affiliés à Al-Qaïda, à savoir les Shebab, ont intensifié leurs attaques. D'où viennent-ils ? Alors, on parle beaucoup des Shebab en ce moment, et finalement, on ne s'est jamais vraiment posé cette question. Qui sont les Shebab ? Alors, petite leçon d'étymologie, Julien, pour commencer. Al-Shebab, en arabe, signifie la jeunesse. Alors voilà, concrètement, les Shebab seraient près de 9000. Ils adhèrent à la vision salafiste de l'islam, une pratique très rigoriste qui inclut, par exemple, la lapidation à mort des femmes accusées d'adultère. Et puis, à travers leurs attentats, eh bien, les Shebab réclament un califat qui recouvrerait une grande Somalie avec les territoires du nord Kenya et du sud Soudan. Autant vous le dire, on en est encore très loin pour le moment. Alors, on parle beaucoup de leurs attentats, mais à quel type concrètement de terrorisme ils se rattachent ? Alors en fait, la menace terroriste en Afrique de l'Est finalement ne date absolument pas des Shebab, elle existait bien avant, elle était liée surtout à Al-Qaïda. Alors en 2012, les deux groupes s'allient, les Shebab prêtent allégeance à Al-Qaïda, mais depuis 2012, la donne a déjà changé, il y aurait des divisions, notamment à cause de Daesh. Alors certains, parmi les Shebab, prôneraient aujourd'hui une alliance avec Daesh qui par son extrémisme et par sa violence, correspond beaucoup plus à l'action passée des Shebab. Pardon ? Sa popularité du moment aussi. Sa popularité du moment. On est dans une période extrêmement propice à une alliance finalement entre Daesh et les Shebab. Quant à Boko Haram, ce groupe terroriste au Nigeria, eh bien, les deux mouvements ont été en contact, mais rien ne prouve que vraiment ils auraient coordonné leurs tactiques. Quels pays sont touchés par les attentats des Shebab ? Alors, plusieurs pays sont touchés, principalement la Somalie, mais les Shebab s'exportent notamment parce qu'ils sont mis en difficulté en Somalie. Alors, ils sont impliqués dans toute une série d'attentats commis en Ouganda, au Burundi et surtout ces derniers temps au Kenya. Aujourd'hui, leur cible principale, Julien, c'est surtout le Kenya, et ce pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'en Somalie, je vous le disais, les Shebab sont très affaiblis, donc ils essayent de s'exporter. Les frontières sont très poreuses, ils n'ont pas de mal à s'exporter. Et d'autre part parce que le Kenya a envoyé en 2011 des soldats dans le sud de la Somalie. On se souvient d'ailleurs du terrible attentat l'an dernier au Kenya d'un centre commercial de Nairobi. C'était justement clairement adressé au gouvernement kényan. L'organisation des Shebab d'ailleurs avait écrit sur son compte Twitter « Le gouvernement kényan sera tenu pour responsable des vies perdues à Westgate ». Un climat de crise
pour le Kenya, du coup ? Un climat de crise actuellement pour le Kenya et qui ne cesse de s'aggraver ces dernières semaines. Les Kenyans ont le sentiment d'un manque de fermeté des dirigeants politiques. Il y a par ailleurs des conséquences importantes, économiques importantes. Le tourisme qu'on connaît bien au Kenya avec ces fameux safaris, eh bien, se fait de plus en plus rare. Et puis le Kenya qui essaye de développer son industrie extractive, finalement peine maintenant à trouver des investisseurs à cause justement de ce climat de violence. Alors en novembre, ça va vous plaire Julien, c'était sur le web, sur la toile kenyane. On n'a pas lu dans cette vie. À vous aussi, je crois. Voilà, un nouvel hashtag a émergé. Donc le hashtag s'appelle Tumechoka. Comprenez, nous sommes fatigués en Swahili, la langue parlée au Kenya. Alors parti de Twitter et Facebook, eh bien ce mouvement Twitter a gagné les rues de Nairobi fin novembre. C'était il y a peu. Les manifestants ont dénoncé la passivité du gouvernement face aux violences perpétrées par les Shebabs dans leur pays. Et puis face à ce déferlement de violence, dans la rue aussi, le gouvernement kényan, le président kényan Uhuru Kenyatta a limogé ce mardi donc le ministre de l'Intérieur et le chef de la police. Alors il faudra voir si ceux qui seront nommés feront mieux que leurs prédécesseurs. Ça, c'est un pari qu'on ne peut pas prédire. Laura, vous avez parlé d'un hashtag, ça nous rappelle évidemment à tous ce hashtag sur Boko Haram, Bring Back Our Girls. À l'époque, un autre hashtag en faveur de l'Afrique. On en est où aujourd'hui, les mobilisations sur Boko Haram et sur Boko Haram. Sur Boko Haram. On change. Alors au Nigeria, la mobilisation continue, mais elle est surtout le fruit finalement des proches des jeunes filles qui ont été enlevées donc, par Boko Haram. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé ces jeunes filles. Les attentats perpétrés par Boko Haram continuent. On en est donc très loin. C'était quelque chose d'extrêmement médiatisé. Alors, on a eu Michelle Obama, on a eu un certain nombre de personnalités qui s'y sont mises. Ça leur a fait surtout leur pub du moment. Elles ont certainement été très choquées. Malheureusement, Boko Haram n'a pas fait qu'enlever ces jeunes filles. Il y a eu un nombre d'attentats sanglants qui ont été commis même juste après cet enlèvement et qui n'ont pas fait réagir plus que ça la communauté internationale. Donc pour l'instant, Bring Back Our Girls ne va pas très loin. Il n'y a que les proches finalement qui restent principalement mobilisés. Merci beaucoup Laura Duhamel pour ces explications sur l'Afrique. Merci beaucoup Beth Sabé, je vous retrouverai pour mes explications sur le rhume. Pour vos explications sur le rhume, sur les États-Unis, sur l'Ukraine, sur tout ça. Je vous retrouve lundi matin. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Laura, je vous retrouverai. On ne sait pas quand, on verra. On ne sait pas quand, mais je suis sûr qu'on se retrouvera. Merci à vous deux d'avoir été là. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Nathalie Nagar. Et on se retrouve pour la 4e et dernière partie du Morning avec Rudy Saada qui nous présente le contenu de son émission de demain de Social Blog, à savoir le business de l'humanitaire, y compris en Israël. Restez avec nous. Quatrième et dernière partie du Morning Day 24 News. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie cette fois de Rudy Saada. Bonjour. Bonjour Julien. Présentateur de Social Blog. On va parler de votre émission dans un instant. Mais tout d'abord, bonjour Marie Chac. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Commencez par Marie. Oui. Un peu de galanterie, je suis désolé Marie. Ça va, on s'habitue à tout. Je suis vraiment désolé, je suis confus Marie. En tout cas, merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour votre chronique culture et art. Surtout art avant tout. On en reparlera dans quelques instants. Donc tout d'abord, Rudy, cette fois je me tourne vraiment vers vous. Vous présentez Social Blog. Le prochain numéro, c'est demain soir sur i24 News. C'est le magazine de société, de nouvelle génération notamment. Et aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, vous allez nous parler du business de l'humanitaire. Oui, des ONG, c'est-à-dire qu'on le sait, décembre, c'est le mois de la générosité. Ce week-end a lieu le Téléthon et c'est d'ailleurs le mois dans lequel les ONG font le plus de récoltes de dons traditionnellement. Alors, c'est l'occasion pour Social Blog de s'intéresser au business des associations sans évidemment généraliser. On va se demander si finalement l'humanitaire n'est pas devenu un business comme un autre. Ça sera la question de l'émission parce que les grandes ONG aujourd'hui sont organisées finalement comme des entreprises. Elles embauchent, elles ont de grandes campagnes de publicité. Elles ont aussi des objectifs de résultats comme les grandes entreprises et puis surtout leurs dirigeants sont aussi très bien payés. Alors elles justifient leur fonctionnement en mode entreprise en disant que c'est plus efficace pour les dons, ça permet de faire progresser les dons, ce qui est vrai. Mais là on se demande si c'est pas un business comme un autre, c'est aussi qu'aujourd'hui des jeunes se dirigent vers une carrière humanitaire de manière quasi automatique. C'est-à-dire qu'avant il y avait une cause qui nous révoltait et donc on allait vers l'humanitaire. Aujourd'hui il y a des instituts de formation au métier de l'humanitaire. C'est-à-dire que il y a même des
diplômes. Oui, il y a des diplômes. Des écoles vraiment pour les métiers de l'humanitaire. Exactement. Absolument. Donc là, maintenant, on ne combat pas une cause, on veut faire dans les grandes écoles. Et après, on se dit que finalement, bon, moi, je vais aller sur telle ou telle cause. Donc c'est vraiment devenu une filière. Et alors, ce modèle d'ONG s'oppose à un autre modèle, c'est le modèle de l'initiative personnelle qu'on voit de plus en plus se développer. Et dans le reportage que nous avons réalisé dans l'émission, on voit bien cette opposition de style. Alors notre reporter Yael Gatton, elle est allée à la rencontre de 2 travailleurs humanitaires. L'un est à la tête de La Tête, justement, la plus grande organisation, l'ONG israélienne qui donne... L'organisation s'appelle La Tête. Elle s'appelle La Tête. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai appris un peu. Non, mais j'ai même pas essayé. C'est pour ça que je me suis rattrapé. À la tête de La Tête, d'accord. Exactement, il est à la tête de La Tête. Alors évidemment, il gère son ONG comme une grande entreprise. Et puis de l'autre côté, un artiste qui lui donne une soupe populaire selon ses propres deniers. Ce sont 2 modèles complètement différents qui s'opposent et qui sont dans le reportage que je vous propose de regarder. On regarde. Nous sommes à l'entrepôt de stockage alimentaire de l'association La Tête. Nous sommes une organisation globale comme la Banque alimentaire aux États-Unis. La Tête est une machine bien huilée, au fonctionnement et au financement proche d'une entreprise. L'ONG communique à l'aide de grandes campagnes, emploie 50 personnes et s'appuie sur 13 000 bénévoles. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont soutenues par l'association. Yigal Stein, lui, ne voit pas les choses comme La Tête et son association caritative se résume à lui-même. Il y a 3 ans, il fonde la Stein Levinsky Soup Kitchen, une soupe populaire distribuée depuis son studio pour servir des centaines de réfugiés africains ayant immigré en Israël. Nous avons traversé des temps compliqués en matière des droits de l'homme. Alors ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont décidé de venir en aide aux réfugiés, pas les ONG ou les agences gouvernementales. Il y a ici quelque chose de plus important que l'argent. Shoes for women, kids clothing, games. Ces dernières années, les ONG israéliennes et les salaires de leurs dirigeants ont été très surveillés. La Tête, qui est la plus grande ONG israélienne qui lutte contre la pauvreté, a été l'objet de critiques. Pourtant, La Tête déclare reverser à la société israélienne 94 centimes pour chaque euro reçu. Le salaire le plus élevé est le mien. Il est de 6-7 000 $ par mois. On le publie sur Internet, mais j'ai choisi cette carrière. Je pourrais partir si je veux, et de gagner 2 ou 3 fois plus dans le secteur des affaires. La Jérusalem Fondation est venue me proposer de lever des fonds, moins le pourcentage des coûts qu'ils auront de leur travail. Mais j'ai refusé. Je pense que ce n'est pas juste. Si une personne gagne de l'argent dans ce processus, si un donateur donne 1 000 $, il n'y a aucune raison que les réfugiés en reçoivent 900. Une ONG qui est basée uniquement sur des bénévoles aura des problèmes sur le plan de l'organisation et de la méthodologie, aussi pour sauvegarder les intérêts du public et que leurs dons arrivent à destination. Alors on a compris que ça a une vraie place, l'humanitaire au sein du marché du travail finalement. Il y a même une professionnalisation de l'humanitaire, peut-être plus qu'un business. Quel est son point en Israël? Parce que là, le reportage était sur l'organisation La Tête, qui veut dire donner. Alors, il est considérable, c'est 12,7% du marché de l'emploi en Israël provient du secteur des 12,7%. Oui, c'est le record mondial de proportion donc de ce secteur de l'humanitaire. Et on pourrait presque parler d'ONG Nation plutôt de Startup Nation. C'est-à-dire que le poids des ONG dans le PIB est aussi considérable. Il y a 15 000 ONG en Israël pour un pays de 8 millions d'habitants, ce qui est énorme aussi. Et puis, il y a une autre question que nous allons développer, c'est l'explosion du nombre des ONG et pourquoi on est passé à un nombre terrible d'ONG. Par exemple, on a pris l'exemple de la France. En 1980, il existait 4 000 ONG. En 2005, il y en avait déjà 35 000. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer, on va en discuter dans l'émission, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. D'un côté, une faillite de l'État, une faillite de la cellule familiale qui ne soutient plus les personnes. Et puis certains sceptiques disent aussi que finalement le label ONG permet d'une manière ou d'une autre de monter soit une entreprise ou soit une entreprise politique sous ce fameux label ONG qui exempte de pas mal de taxes et de charges et puis finalement donne une bonne image. Il y a même une ONG en Israël qui surveille les ONG. Donc on en est arrivé là pour qu'il n'y ait pas de déformation politique. Donc les comptes des ONG sont de plus en plus surveillés. On va en parler avec donc 2 personnes qui sont dans des associations, 2 blogueurs qui seront avec nous. À quelle heure? À 21h40 heure de Tel Aviv, demain soir.
Tel Aviv. Social Blog. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Marie, Merci. je vais vous donner la parole dans quelques instants. On va faire une petite transition avec cette vidéo. Pour ceux qui connaissent la marque de lingerie Victoria's Secret, vous allez être ravis. Apparemment, il faut être un canon atomique, selon les termes de la personne qui a préparé le sujet, pour vendre de la lingerie. Regardez. C'est le rendez-vous lingerie de l'année, le grand défilé de Victoria's Secret. Ce mardi, les célèbres anges vont défiler sur le podium et feront découvrir au monde la nouvelle collection du géant américain de la lingerie. Et pour fêter les 20 ans du show, la marque a une fois de plus vu les choses en grand. Cette année, ce n'est pas à New York qu'Adriana Lima, Alessandra Ambrosio et leurs copines vont nous faire rêver, mais à Londres. Toutes très enthousiastes ont embarqué dimanche pour la capitale britannique. Chaque année, le défilé de Victoria's Secret est l'événement à ne pas manquer. Un show hors norme avec des tenues exceptionnelles portées par des mannequins sublimes triés sur le volet. Le tout accompagné par des stars de la musique comme Taylor Swift, qui avait fait sensation auprès des Fall Out Boys l'année dernière et qui sera cette année aux côtés d'Ariana Grande et Ed Sheeran. Une vraie machine de guerre qui coûte des millions de dollars à la marque, qui ne laisse rien au hasard. Entraînement quasi militaire pour les mannequins, accompagné de règles strictes, repas de moins de 500 calories, séances de sport intensives et couvre-feu. Mais que vont porter les anges? C'est la question sur toutes les lèvres. Pour faire monter la sauce, Victoria's Secret dévoile toujours quelques croquis à l'approche du défilé. Cette année, les tenues devraient une fois encore nous en mettre plein les yeux. Altesse exotique, princesse de contes de fées, ange doré et ange noir, des dessins qui nous laissent sur notre faim. Un peu de patience, plus que quelques heures avant de découvrir ce que la marque nous a préparé cette année. Un spectacle exceptionnel qui fera peut-être oublier la polémique créée par sa dernière campagne de pub qui montrait une dizaine de mannequins avec le slogan « Un corps parfait ». Un slogan depuis modifié mais qui avait heurté de nombreux internautes. Malgré tout, the show must go on, les anges sont prêtes à nous en mettre plein la vue. Voilà pour ce show hors norme de Victoria's Secret. Marie Chèque, je vous ai entendu un peu choquée pendant la vidéo. Vous voulez réagir ? Je ne suis pas tellement choquée. Je suis choquée parce qu'on doit être maigre et grande et belle toute notre vie, et no matter what. Mais je me rends compte que même les soutiens-gorge et les culottes, ça devient des sculptures. C'est-à-dire que pour vendre quelque chose, on est obligé de créer un show incroyable et qu'on est devenu une société de vraiment capitaliste à mort. Et voilà, ça me choque un peu. On va parler de quelque chose qui vous est un peu plus cher, là. Heureusement. Comme tous les vendredis matin. Le premier sujet dont vous voulez parler, les premiers artistes dont vous voulez parler ce matin, c'est un couple diplômé de Betzalel, qui est l'école des Beaux-Arts en Israël, peut-être la plus célèbre école des Beaux-Arts en Israël, qui a une stature vraiment internationale. Il s'appelle Khalil et Merav, c'est bien cela, et il crée quelque chose d'assez particulier, des poupées fourrées à l'effigie de personnages. Ils sont tout beaux, tout mignons. Ils ont 26 et 27 ans. Et ils ont étudié ensemble. Voilà, ils ont étudié ensemble à Betzalel, à un an d'écart, je crois. Et en travaillant un soir, il y a 3 ans, dans leur studio à Jérusalem, il faisait froid. Ils ont pris des morceaux de tissu qu'ils avaient dans leur studio et ils ont commencé à coudre. C'était lui, Khalil, son grand-père était tailleur, donc il devait avoir dans son subconscient un talent de couturier. Et ensemble, ils ont créé, voilà, regardez, ils font des petites poupées absolument magnifiques, toutes petites. C'est la taille d'une main un peu plus grande, avec des noms complètement faux. Un commence la couture, l'autre remplit la sculpture, et ça devient des noms... À l'effigie de quoi? Ces poupées à quoi? Voilà, vous voyez les poupées, elles sont staff, c'est-à-dire elles sont remplies, elles sont sexuelles, elles sont daring, ils sont libres, donc ils ne doivent rien à personne, ils ne font pas de croquis, et ce qu'ils aiment, c'est leur liberté de la création. Vous voyez, il y a beaucoup d'humour, et il y a aussi les noms qui sont assez incroyables. Mordechai le Juif, Madame Bovary, l'impotent et le concombre. Ils reprennent des personnages célèbres. Le nazi amoureux, le baiser, voilà, des noms comme ça faux. Et là, vous voyez, c'est Yona, comme dans la Bible, et il y a un personnage dedans.
et la baleine noire, et là on voit le côté trois-dimensionnel. En fait, c'est une sorte de magie fétichiste. Et vous pouvez toujours me demander, est-ce que c'est de l'art? C'est ce que j'allais vous demander, en quoi est-ce que c'est de l'art de faire des petites poupées? C'est vrai, on a toujours fait des poupées, on en fera toujours, mais quand les poupées sont ramassées ensemble, quand c'est deux artistes créateurs qui le font, ça devient de craft, ça passe à l'art. Et depuis une dizaine d'années, et les tapis, et les céramiques, et les verres, on peut tout mélanger, tout devient art, tant que ça dure, et tant que c'est beau, et tant que ça a un sens. Tant que ça... Donc leur méthode, c'est l'un coup et l'autre ensemble. On commence, on ne sait jamais comment ça va se terminer. La poupée dure, on travaille dessus 2 jours à peu près. 2 jours pour une poupée grande comme la taille d'une main, vous voilà, disiez. Plus ou moins. Et à la fin, il y a un cercle imaginaire comme ça. Et quand je suis rentrée dans la galerie Inga, ils ont rempli tout un mur, ils ont peint le mur et dessus, il y a les poupées. On a l'impression de rentrer dans un monde complètement fantasme, fou, surréel. Et je pense que c'est ça la force de la création. Vous savez, les artistes sont très, très individuels. Du coup, on crée ensemble en couple, c'est très rare. Et l'un commence, l'autre finit. Marie, il y a autre chose d'assez rare, c'est que vous parliez d'artistes aussi jeunes. Oui, c'est vrai. C'est, je crois, les artistes les plus jeunes dont j'ai parlé. Mais quand je vois quelque chose qui a un sens, qui me touche, qui m'émeut, je m'en fous. Il peut avoir 15 ans, 20 ans ou 100 ans. Il faut beaucoup parler de l'art de craft. Il y a toute une tradition de ça. On va parler d'une autre artiste, une femme une femme d'origine russe, qui a migré en Israël à l'âge de 20 ans, qui se sentait un peu étrangère en Israël en arrivant. Comme tous ceux qui ont immigré en Israël se sentent au début un peu étrangers. Elle s'appelle Olga, vous pouvez peut-être la présenter tout d'abord. Non, elle s'appelle, excusez-moi, Anna Lukashevsky. Excusez-moi. Je vois le nom parce que c'est des noms très difficiles. C'est toujours Anna, Gloria, Luna et Stasiana. Et cette artiste-là est arrivée de Russie en 91, je crois. Elle a la quarantaine. Et elle dit que depuis qu'elle a élevé 3 ans, comme tous les jeunes artistes russes, on leur apprend la technique, on leur apprend à peindre. Donc quand elle est arrivée à l'âge de 21 ans, elle était déjà peinte. Elle va, elle aussi, étudier l'art à l'école Midrasha, la 2e grande école en Israël. Et elle commence à peindre des personnages qu'elle voit, des amis, regardez. Beaucoup de couleurs, un peu de critique, c'est de l'art réaliste. Et il y a 3 ans, il y a un miracle qui se passe. Il y a 3 ans? Non, je crois il y a 5 ans, excusez-moi. Elle se branche à 4 autres artistes russes. Elle devient la New Barbizon. Mais Barbizon, c'est une école française. Tout à fait. New Barbizon, c'est un groupe d'artistes qui créent dehors, sans la photographie. On va peindre ce qu'on voit. On n'a pas besoin de... Le modèle est dehors. Alors, en quoi ça a changé sa vie de retrouver ses amis russes? Parce qu'elles parlent en russe, elles peignent le même genre, elles sont réalistes, elles n'ont pas honte d'être peintres réalistes. Sur un terrain commun. Ouais, elles n'ont pas honte. C'était pas toujours à la mode d'être peintre réaliste, c'est un peu anachronique. Du coup, elles sont un groupe, ça donne des forces. Elles exposent dans le monde entier. Des fois, elles vendent leur peinture à 50 shekels. Elles ont fait une expo de 50 shekels chaque tableau. Elles ont fait une exposition à 50 shekels, ce que j'avais appris donc, en préparant ce sujet. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange dans cette exposition de tout à 50 shekels. Ça fait un peu de l'art low cost, comme le café Kofix en Israël à 5 shekels, le café à 1 euro. C'est-à-dire que même l'art, maintenant, allez-y, tout est bradé, tout à 50 shekels, peu importe le grand tableau comme le petit tableau. Sauf que le Kofix, 10 euros, 50 shekels. Vous avez tout à fait raison. J'ai peur même de le boire, mais c'est pas une très bonne surprise. Il est bon. Il est très bon. Bah, voilà, excusez-moi, alors allez-y tous. Mais c'était une expo, c'était temporaire. Le Kofix, il est là pour rester. Là, c'était une joke. C'était juste comment on s'amuse avec l'art. Comment on vous montre que l'art ne doit pas coûter 10 milliards de dollars comme Damien Hirst ou je sais pas. Donc on peut ne pas trop se prendre au sérieux. On peut être un grand créateur. Est-ce qu'elles sont cotées maintenant aujourd'hui? Elles sont très cotées. Elles sont déjà dans les musées. Elles sont partout. Elles sont dans le monde entier. Elles sont sympathiques. C'était une bonne affaire à 50 ans. Oui. Vous auriez dû les acheter. Je vous dirai quand. Alors la prochaine fois, vous venez et vous nous dites quel artiste acheter tout de suite. Voilà, je vais devenir. Ceux qui vont être cotés pour la suite. Je vais aider les jeunes collectionneurs de I-24. Merci beaucoup Marie Sheikh, merci beaucoup Rudy Sadat. Demain 21h40, heure de Tel Aviv pour Social Blog. Absolument. Bon week-end à tous, merci à vous deux d'avoir été ici. C'est la fin de ce morning. Tout de suite, un flash d'information présenté par Nathalie Naguère. Merci d'avoir été avec nous. Passez un excellent week-end sur I-24 News.